Bonjour et bienvenue sur le podcast de Psynaptique. Je m'appelle Rachel Ferrer, je suis chercheuse en psychologie et psychologue clinicienne. À travers ce podcast, j'ai envie de créer un pont entre le monde de la recherche scientifique et notre quotidien. La psychologie et les neurosciences regorgent de découvertes passionnantes, mais souvent elles restent coincées dans des articles un peu arides réservés aux chercheurs. Ici, je vais vous aider à les décoder, les vulgariser et surtout les relier à des thèmes concrets autour de la santé. La douleur, le stress, nos émotions, nos comportements. Et comme comprendre son cerveau peut être sérieux, mais pas forcément ennuyeux, je vous promets un ton clair, accessible, parfois avec une petite touche d'humour, pour que la science parle à tout le monde. Alors, installez-vous confortablement. On part ensemble explorer ce qui se joue dans nos têtes et dans nos vies. Docteur Ferrer, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler aujourd'hui de la charge mentale chez les femmes et pour faire, simple, j'aurais aimé que vous nous décriviez la charge mentale chez les femmes sans utiliser de mots scientifiques. Vous diriez quoi? La charge mentale peut être comparée à une multitude de fichiers informatiques ouverts, les fichiers qu'on ne referme jamais jusqu'à ce que l'ordinateur plante. Concrètement, ça ressemble au moment où vous êtes sous votre douche, où vous réfléchissez à la liste de courses et dans le même temps, vous prenez conscience, qu'il va falloir annuler le rendez-vous chez le psy parce que votre mari a une réunion de dernière minute et qu'il y a personne pour récupérer les enfants. Et puis accessoirement, pensez aussi à prévoir, le cadeau d'anniversaire pour votre belle-mère et cetera et cetera. Et une fois habillé, vous vous étonnez d'être déjà douché. Voilà comment on peut illustrer, la charge mentale. Et alors, et de manière plus scientifique? Alors, c'est l'accumulation simultanée de planification, de prise de décision, de régulation émotionnelle et de responsabilité relationnelle, qui vont dépasser les capacités de récupération du système nerveux. C'est, en quelque sorte, un état de surcontrôle mental qui mobilise excessivement les ressources cognitives telles que, la planification, l'attention et la mémoire de travail. Mais en fait, c'est du stress, non? Ah non, non, il y a souvent une confusion, entre les 2 termes, car les 2 phénomènes sont souvent liés, mais ils sont bien différents. La charge mentale, c'est le travail cognitif, continu, donc avec l'anticipation, la coordination, les pensées en boucle, la surresponsabilisation. Donc la charge mentale, elle sollicite surtout ce qu'on appelle les fonctions exécutives dont je vous ai parlé, hein, l'attention Mmh. et cetera et la mémoire de travail, ça c'est extrêmement important. Alors elle peut être présente, quand elle est là, à faible dose, sans forcément déclencher de stress ou d'émotions fortes. Et le Mmh. stress, lui, c'est autre chose. Le stress, c'est la réponse, physiologique, au décalage, que je vais ressentir, entre, les ressources que nécessite la situation, ou la tâche à exécuter et les ressources que j'ai à disposition. Donc ce fossé, représente effectivement ce qu'on va appeler le stress. En tout cas, c'est la réponse physiologique à ce fossé. Et là, il se passe autre chose au niveau physiologique, Mmh. c'est-à-dire qu'on va avoir, ce qu'on appelle l'activation de l'axe du stress. L'axe du stress, passe par l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales. On l'appelle l'axe HHS et là, il va y avoir une libération du cortisol. Donc le cortisol, lui, va créer de l'hypervigilance, et puis des multiples symptômes, corporels, et dont de l'inflammation. Mais ce stress, lui aussi, peut exister sans surcharge cognitive. C'est-à-dire, je peux être en stress, D'accord. sans Mmh. forcément, voilà, avoir cette charge cognitive. Donc à la longue, bien sûr, une charge, mentale, permanente va produire un stress chronique. C'est inévitable. Et le stress chronique, lui, va aggraver la charge mentale parce qu'il va réduire les capacités d'attention et de récupération. Donc c'est à ce moment-là qu'on rentre dans un cercle vicieux qui, en principe, annonce l'effondrement. D'accord.
Alors, ça me fait penser à un film que j'avais adoré, que tout le monde a vu, je crois, qui s'appelle Le Prénom d'Alexandre de la Patelière. Et il y a un moment dans le film, un monologue de Valérie Benguigui que je voudrais vous faire écouter. Et après, on en reparle. Avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars, et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner, les chiards, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas, ma bouffe. Alors, après ce monologue de la regrettée Valérie Benguigui, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de la charge mentale et qui est aujourd'hui très largement féminine, malgré les discours d'égalité. Comment on explique ça? Oui, c'est vrai que la charge mentale reste largement féminine, parce que plusieurs mécanismes, viennent, finalement, renforcer, ce phénomène. Donc ça commence déjà par la socialisation. Les filles apprennent très tôt, à anticiper, à organiser, à s'occuper des autres et à préserver, l'harmonie du groupe. Les garçons, eux, en revanche, vont recevoir davantage, un message qui va valoriser l'autonomie et la délégation. D'ailleurs, les hommes sont très, très forts, pour déléguer, hein, ce qui explique la charge mentale des Pas femmes. moi. Très bien, tant mieux. Voilà, donc ces réflexes, d'enfance vont continuer à fonctionner, bien entendu, une fois adultes. Après, effectivement, on constate que les normes de genre restent encore très puissantes, hein, dans notre société. Dans la plupart des couples, hétérosexuels, par exemple, la femme est spontanément considérée comme la référente domestique. Donc, même lorsque on observe, des couples dits, égalitaires, hein, au Mmh. niveau de la répartition, des tâches, eh bien, on s'aperçoit que, 75 du temps, ce sont les femmes qui vont quand même organiser cognitivement, Mmh. tout le fonctionnement, familial, hein. D'où cette fameuse, charge mentale. Alors après bien sûr, on a, d'autres, facteurs qui sont structurels. On sait que le monde du travail reste toujours organisé autour d'un modèle historique, masculin, qui suppose disponibilité et linéarité, professionnelle. Donc les femmes, pour compenser, vont, absorber la plupart des imprévus, hein, les grèves, Mmh. à Ouais. l'école, enfin Mmh. les réunions, du mari et cetera. Et donc elles se retrouvent toujours à absorber, et à gérer la coordination, familiale. Voilà. Donc c'est effectivement, un phénomène, social, hein, Mmh. et structurel. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que la charge mentale, on l'a vu, est plutôt, chez les femmes. Mais est-ce qu'il y a des conséquences de la charge mentale sur la santé, et physique et psychologique des femmes? Ah oui, oui, tout à fait, oui. La charge mentale a des conséquences, directes, hein, sur, la santé physique et psychologique. Et ça, c'est pas une métaphore sociale, c'est vraiment, des mécanismes très, mesurables. Alors, physiquement, comme je vous l'ai expliqué, vu que le stress va être souvent, associé, à cette charge mentale, eh Mmh. bien, on va avoir, une activation, prolongée, de l'axe du stress avec, cette production de cortisol. Donc le sommeil, va se fragiliser, il va y avoir des tensions musculaires qui vont devenir chroniques, des troubles digestifs, des dérèglements des cycles hormonaux et une, immunité, qui va s'effondrer. Là, on voit qu'il va y avoir une usure progressive des systèmes de régulation. Sur le plan cognitif, je vous en ai parlé, tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que, au niveau du cortex, préfrontal et bien, ce dernier va perdre en flexibilité. Donc ça veut dire que la mémoire de travail va diminuer et la Mmh. capacité de concentration va se réduire. D'accord. Voilà, donc ça va donner, une sensation de brouillard cognitif, hein, Mmh. dont beaucoup de patientes, se plaignent. Et puis, bon, alors émotionnellement, bien sûr, il va y avoir une augmentation de l'irritabilité, de l'anxiété. Alors, c'est là où il va y avoir un paradoxe, c'est-à-dire qu'on va avoir des femmes,
qui vont être, très, très sensibles et qui vont être très irritables, mais paradoxalement, elles vont avoir le sentiment de ne plus ressentir d'émotions et d'être coupées, de leurs émotions, hein. Donc voilà. Alors après, on va avoir, effectivement, dans des cas, plus sévères, on va avoir, des Mmh. décompensations vers des dépressions, des dépressions fonctionnelles. On va avoir des troubles anxieux et puis, ben, en bout de chaîne, un burn-out qui D'accord. peut arriver. Donc là, c'est effectivement un épuisement, global, donc un épuisement, cognitif, émotionnel et somatique. D'accord, et est-ce qu'il y a des profils qui sont plus à risque que d'autres chez les femmes? Alors oui, effectivement, bon, même si on a dit tout à l'heure que, c'était, cette charge mentale était la résultante de facteurs structurels, et sociétaux, néanmoins, il y a quand même des profils de personnalité, des profils de fonctionnement qui vont être plus à risque. Par exemple, en première ligne, on va trouver les profils perfectionnistes, Mmh. hein, donc cette recherche de la performance va faire que, il y a toujours une anticipation parce que l'imprévu n'est pas possible, hein, pour le perfectionniste. Il va y avoir ce qu'on appelle des profils hyper responsables, c'est-à-dire des personnalités qui endossent spontanément les besoins, les émotions et les problèmes d'autrui. Donc ce sont des profils qui ont appris très tôt, heu, qu'il fallait qu'il fallait tenir et que, la relation à l'autre, était à ce prix-là, hein. Donc D'accord. voilà. On va retrouver des profils de personnes qui ont eu une histoire d'attachement insécure. Donc ce sont des personnes qui sont habituées à anticiper le jugement, qui ont peur de la déception parce qu'elles ont peur du rejet. Donc ce sont des personnes qui vont devenir hyper contrôlantes. Donc elles vont, se suradapter, hein, et compenser, en permanence, toujours dans la peur de voir, la relation se rompre, hein, ou être rejetée. On a aussi des personnes, qui sont issues de contextes biculturels. Alors ça, c'est intéressant. On en parle très peu et pourtant c'est très important. C'est-à-dire, qu'on va avoir des femmes qui vont naviguer entre 2 systèmes de valeurs. Mmh. Donc, elles sont, prises en étau entre les valeurs de la culture d'origine et les valeurs, de la culture dans laquelle elles évoluent et parfois il va y avoir, une sorte de conflit. Ou voire une augmentation de cette charge mentale. Par exemple, si on prend le cas de la culture antillaise, on va Mmh. retrouver dans la culture antillaise cette notion de femme potomitan, c'est-à-dire, la femme qui est, le pilier du milieu. Parce que la culture antillaise est un système, matrifocal. La société antillaise, c'est un Mmh. système matrifocal, donc la mère joue un rôle absolument, essentiel. Et on voit du coup qu'il y a cette injonction, pour ces femmes à tenir ce rôle-là. Oui, elles ont un rôle très central. Elles ont un rôle très central, mais que ce soit dans l'organisation, mais aussi dans la régulation des Mmh. relations au sein du système familial. Donc c'est extrêmement lourd, à porter, hein. On voit d'ailleurs que si elles tombent malades, tout le système, s'effondre. Mais ces femmes, elles peuvent aussi, être, amenées à évoluer dans un autre système culturel où elles vont, devoir prioriser leur carrière et là, elles vont rentrer dans des conflits, importants, D'accord. et il va y avoir une charge mentale, qui va venir, s'accentuer. Par exemple, hein. Voilà et bien sûr, les familles monoparentales, hein, et les aidants familiaux, on sait qu'ils sont très, très exposés, à la charge mentale, donc on sait qu'ils sont très à risque d'épuisement. Voilà et puis enfin, on peut dire un petit mot aussi sur, les personnes qui évoluent dans des environnements professionnels. Alors, il y a ceux qui évoluent dans l'environnement professionnel qu'on appelle l'environnement du care, c'est-à-dire Mmh. du prendre soin, comme les soignants, par exemple. Donc eux, il y a une espèce de philosophie du prendre soin de l'autre.
donc il va les suivre même jusqu'à la maison, hein, donc il y a vraiment aucun espace en fait, où ils ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Et puis il y a des métiers, où il va y avoir une pression organisationnelle extrêmement importante, mais aussi des interruptions de tâches. Et les interruptions de tâches, vont faire que, ben, on va laisser plein de fichiers comme ça ouverts Mmh. justement, D'accord, pour reprendre heu, la pour la reprendre métaphore tout à l'heure, ouais. voilà exactement, et effectivement on sait que c'est favorable à une charge mentale, extrême. Et il y a pas de profils, congénitaux ou héréditaires, hein? Ça, ça n'existe pas. C'est essentiellement de l'environnement. Alors, c'est, surtout, de l'environnement et l'éducation va Mmh. elle-même, jouer un rôle, Alors très justement important. justement, quel rôle va jouer l'éducation pour, définir si une femme va être à risque ou pas, pour avoir plus ou moins de charge mentale? Alors, l'éducation, elle va intervenir à différents niveaux. D'abord dans, les normes et les croyances qu'on Mmh. va intérioriser. Un enfant qui va grandir, avec, des valeurs où il faut penser pour tout le monde ou qui va, grandir avec des croyances, où, prévoir, égale aimer, tenir égale exister, voilà. Cet enfant-là, va effectivement, grandir, et va reproduire les mêmes schémas, dans sa famille. Après, il va y avoir aussi ce que l'éducation va apprendre, à l'enfant en termes de croyances sur soi. Hem, il y a des éducations, peut-être, très autoritaires, Mmh. où, l'enfant, va intégrer, la croyance qu'il doit être toujours irréprochable ou qu'il doit éviter de déranger, hein, sous peine de recevoir des sanctions ou de décevoir, le parent. Et donc ce sont ces schémas de pensée qui vont continuer, à s'activer, à l'âge adulte, hein, et qui vont Mmh. donner lieu à cet hyper investissement, familial. Et puis il y a, les loyautés familiales. Alors dans certaines familles, il va être très difficile de s'extraire des règles du clan. Hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de la culture, antillaise par exemple, Oui, avec, oui, ce sont des le schémas, oui. Mmh. voilà, ce sont des schémas et décider de fonctionner différemment, c'est devenir déloyal, aux valeurs du clan et donc de prendre le risque, de se voir écarté du clan. Voilà. Donc Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur votre métier, oui. parce que j'imagine que vous accompagnez des femmes qui ont, une charge mentale forte. Comment est-ce qu'on travaille ça en psychologie, en psychothérapie, en fait, quand vous accompagnez ces femmes? Alors, c'est vrai que ça peut faire l'objet de nombreuses, demandes, et d'ailleurs même, je pense que les cabinets des médecins généralistes, en fait, accueillent, beaucoup, beaucoup de demandes, mais un petit peu déguisées, hein, sous, la demande de l'expression de la plainte autour de la fatigue, Ouais, de l'épuisement, l'épuisement, des ouais. douleurs inexpliquées et Mmh. cetera. Alors en psychothérapie, il va y avoir, plusieurs manières de procéder. D'abord, il va falloir identifier les schémas appris. Donc D'accord. le psychothérapeute va veiller à repérer les croyances, Mmh. qui se sont, formées dans l'enfance. Hein, par exemple, «Je dois tenir bon, je dois être irréprochable», et cetera et cetera. Donc là on on apprend au patient, enfin à la patiente, parce que nous parlons des femmes, Mmh. à les observer comme des traces éducatives, mais pas comme des vérités absolues. On va mettre du coup en lumière, les fameuses loyautés familiales, hein, et puis on va inviter, les patientes à se poser des questions, hein, voilà, qui devait tout gérer à la maison, et qui s'effondrait si vous-même vous ne teniez pas, hein. Mmh. On va aussi repérer, un certain nombre de schémas, classiques, d'un enfant qui a pu être exposé, par exemple, à une mère, dépressive, donc un enfant qui a appris très tôt,
qu'il devait lui tenir et qu'il devait réguler, et cetera. Après, on va travailler ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Donc les distorsions cognitives, ce sont ces fameuses, pensées, qui vont Mmh. devenir des pensées aberrantes en fait, hein, où, ben, la patiente a appris à construire, ses pensées selon par exemple le tout ou rien, en 0-1. C'est tout bon, soit c'est tout mauvais. Il n'y a pas de nuance. Excusez-moi parce que là, je suis un petit peu perdu. Donnez-nous un exemple. Ça pourrait être quoi? Eh ben, c'est tout simple, hein, Mmh. le 0-1, Mmh. c'est, si mon ménage n'est pas parfaitement, terminé, ça veut dire que ma maison est sale. Alors il me D'accord, reste OK. peut-être que, l'évier, Ah oui, c'est très alors psychorigide, on c'est très devient psychorigide, d'accord, voilà, OK. hein. On va retrouver aussi, on va travailler les distorsions de type, surresponsabilisation. La Oui, surresponsabilisation, d'accord. c'est voilà, si tout va bien, c'est grâce à moi, Mmh. et si les gens sont malheureux, c'est à cause de moi. Donc il y a, voilà, Ah, c'est très centré, en c'est fait. très centré en fait, hein, finalement. D'accord. C'est très, très centré et c'est une charge, c'est une charge impossible, Bien à sûr. tenir, en fait. Il y a des pistes d'accompagnement alors que des techniques Alors les d'accompagnement? techniques Mmh. d'accompagnement, c'est la déconstruction, c'est déjà d'apprendre à la patiente à repérer ces D'accord. pensées-là Mmh. et à apprendre à reformuler des pensées qui seraient beaucoup plus adaptées et beaucoup plus justes. D'accord. Voilà. Et puis on va aussi retrouver le catastrophisme, hein, c'est-à-dire, ben, si par exemple je ne suis pas allée acheter le cadeau d'anniversaire de ma belle-mère, Mmh. eh bien il va y avoir un drame, voilà, elle va faire un esclandre, mon mari va m'en vouloir, nous allons divorcer, nos enfants seront malheureux. Voilà par exemple un exemple de catastrophisme. Voilà. On va apprendre aussi aux patientes à rééduquer les limites, Mmh. à dire non, à déléguer des tâches et à réguler leur système nerveux parce que, comme je vous l'ai expliqué, au début de notre entretien, Mmh. il y a un réel impact sur le système nerveux, hein, ça c'est biologiquement, observable. Donc on va donner des techniques, psychocorporelles, hein, des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque. On va apprendre des techniques d'ancrage et aussi de ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est cette connexion à nos sensations, physiques et émotionnelles. Mmh. L'interoception est souvent, très malmenée dans le cadre de la charge, de la charge mentale et c'est très important de revenir au corps, heu, pour, heu, pour apprendre à se réguler. D'où l'intérêt du sport aussi, hein, dans ce type de travail. Et puis on va, aussi surtout renforcer l'identité personnelle, hein. On va aider la patiente à reconstruire des choix qui sont basés sur ses besoins actuels et pas, des choix, qui répondraient à une dette affective ou à des loyautés familiales, voilà. Donc c'est un travail qui se fait, progressivement. D'accord, où il y a à peu près donc, 7 ou 8 pistes de travail, hein? Voilà, il y Mmh. a Que vous venez de nous oui, à peu décrire. près, quelques axes de travail. Voilà, ceux que je vous ai nommés, Ouais, ouais. voilà. OK, merci. Alors, j'ai vu que vous produisiez une newsletter, là, je me suis empressé de lire évidemment et vous donnez des conseils de lecture, que d'ailleurs j'invite, tous les auditeurs, hein, à s'y abonner. Mais si vous ne deviez donner qu'un seul conseil, ça serait lequel? Alors le conseil que je donnerais, c'est dès à présent de définir une limite claire et de la tester en situation réelle. Juste une seule limite, hein, d'annoncer cela Mmh. à votre entourage et puis d'observer que finalement le monde ne va pas s'effondrer. Parce que en fait, c'est là Exact. voilà, Mmh. c'est là que tout se joue. Mmh. La charge mentale repose sur une fiction, qu'on a apprise très tôt, c'est-à-dire que si je lâche, tout casse et tout va s'effondrer et déjà de passer à l'acte, de poser cette limite et d'observer que finalement tout le système va se réguler, c'est-à-dire que les membres de la famille, vont se repositionner aussi, différemment et il ne va se passer, aucun drame. Mmh. Tout ça est déjà, un pas, énorme et ce serait déjà le premier conseil que je donnerais,
avant même d'engager, tout le travail, psychothérapie. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce podcast. Merci, docteur Ferrer, de nous avoir délivré toutes ces précisions sur la charge mentale chez les femmes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci, bonsoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Psynaptique. Si ce voyage dans les coulisses de la psychologie et des neurosciences vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager ce podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire circuler la science et d'aider d'autres personnes à mieux comprendre leur santé psychologique. À très bientôt pour un nouvel épisode de Psynaptique.